Salut, bienvenue dans Langue déliée. Bonjour tout le monde. Hello. Comment vous allez? Bienvenue dans notre podcast Langue déliée. On est trop contents de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, encore et encore. Pour un nouvel épisode, du coup, qui portera sur... Le consentement. Et oui, on vient vous rabâcher les oreilles. Ouais. Mais voilà, on s'est dit que à travers aussi tout ces déboires médiatiques, ces histoires un peu sordides par rapport au consentement et à certaines violences sexuelles et autres. Très sordide. Ouais, que c'était quand même hyper important que ça figure dans notre liste de sujets. Voilà, exactement. Et, oui, oui, primordial. primordial. Et vu qu'on en parle aussi dans certains autres épisodes, voilà, on s'est dit qu'on allait faire quand même un épisode consacré à ce sujet. Voilà. Et puis voir aussi voilà, comment bien le comprendre, comment comprendre certains signaux. Enfin voilà, faire juste un petit peu une discussion autour de cette thématique finalement. Et puis ramener un petit peu notre fraise sociologique là-dedans. Mélanger sexualité et sociologie. Hein. Pour votre plus grand plaisir. Exactement. We like it. À fond. Alors, effectivement, le consentement, c'est vrai que, comme dit Mathilde, en fait, il est un peu partout mais nulle part. Exact. C'est un peu ça l'histoire, c'est que d'un côté, on pense un peu le consentement comme une simple formalité, alors qu'en réalité, évidemment, c'est bien plus que ça en soi. Alors oui, c'est une simple formalité, mais je trouve qu'on le voit et il y a ces effets en fait qu'on voit dans les médias et dans les histoires que tu as dit, les affaires. Finalement, en fait, ça a l'air d'être bien plus compliqué que ça de demander le consentement. Hein. Alors voilà, on s'est dit, on va en discuter et puis vraiment de regarder quels sont les points importants et surtout qu'est-ce que c'est la définition première du consentement. Oui. Parce que, évidemment, nous, ici, on a un podcast qui parle des sexualités, mais simplement, le consentement, en fait, déjà, il se retrouve dans toute, finalement, interaction humaine, quoi, voilà. Enfin, globalement. Voilà, exactement. Mais ce qui nous amène, finalement, à notre première question qui nous permet d'ouvrir ce sujet, qui est « Pourquoi le consentement est-il si crucial dans nos relations intimes et sociales et nos interactions, finalement ?» Moi, je trouve déjà, le consentement, c'est une expression de respect. On oublie un peu cette... Oui, c'est la base. Exactement, c'est la base. Et on oublie déjà cette base-là, respect. Il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de respect. Et donc, du coup, on vient entraver autrui. Exact. Clairement, sous toutes ses formes. Et donc, effectivement, surtout dans toutes les relations, c'est juste qu'en fait, j'ai l'impression que quand il s'agit d'un consentement sexuel, tout vient se compliquer. Alors que c'est... Oui, et puis c'est surtout... c'est là où il y a des plus grands dégâts, j'ai envie de dire. Exact. Et puis ça fait surtout... En fait, ce qui est un petit peu fou, c'est quand même à quel point ce terme est devenu polémique ces dernières années, aussi avec des histoires de viol, d'agression sexuelle, dans différentes industries aussi. Et puis c'est devenu un peu un terme qu'on utilise à tout va, qu'on utilise aussi pour faire débat. Alors qu'en soi, le principe du consentement, c'est juste le respect des limites de l'autre, simplement. En fait, si on revient au cœur... C'est ça qui est drôle, c'est que je trouve que ce terme, eh bien, il fait débat, mais on en parle, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça, ouais, mais en fait... Et on joue sur des détails. C'est ça. Ouais. Moi, je trouve qu'en fait, c'est drôle, on le place souvent comme zone grise, le consentement. Alors, si on parle de tout ce qui est un peu judiciaire, effectivement, c'est peut-être... Parce que dans la législation, c'est selon des termes précis, les lois ont évolué, mais gentiment, quoi. Exactement, mais je trouve que dans la vie concrète, si on a un minimum de regard sur l'autre, on peut très vite voir si l'autre est mal à l'aise, on peut très vite voir si l'autre n'est pas dans son élément. Et je trouve que c'est pour ça que moi, la zone grise, dans le cas concret comme ça, la vie sociale, j'ai un peu de la peine pour le consentement, quoi. Oui, et puis là, ce qui nous importait aujourd'hui, c'est vraiment de revenir au cœur même, justement de sortir de l'aspect politique, social, judiciaire,
qui parfois aussi est quand même fou d'en arriver là pour des choses aussi basiques, comme on le dit, mais de revenir au cœur de ça, et puis comment finalement il y a une application qui est quotidienne, mais aussi simplement dans du savoir-vivre, de vie en commun, parce que voilà, on est des êtres sociaux, et puis on est obligé d'interagir constamment les uns avec les autres, et en fait ça se retrouve déjà là-dedans finalement, au-delà de... Évidemment, après ça s'étend à la sphère sexuelle, mais il y a une base de consentement qui est là tous les jours dans simplement nos intérêts. Pardon, nos interactions, je m'étouffe avec ma salive. Mais c'est ça, ça te prend ma salive. Ça me prend, je l'ai gobé quoi. Mais en fait, c'est vrai, et je trouve que tu as raison, et parce que finalement, le consentement, c'est le dialogue. Finalement. Communication is key. Voilà, et on sait très bien qu'il y a des lacunes, en fait, énormément là-dedans qu'on ne nous apprend pas, et en fait, ça va avec, on ne nous apprend pas non plus tout ce qui est autour du consentement, quoi. Oui. Donc, ouais. Et puis ouais, c'est aussi important de dire que, comme tu l'as dit, ça englobe plein de choses et c'est pas juste un oui ou un non. Et on le verra après, c'est pas un oui et un non qui sont définitifs, premièrement. Ouais. Mais c'est pas que un oui et un non, et puis c'est aussi être capable d'être à l'écoute des ressentis de l'autre, d'être capable d'observation aussi, parce que des fois, il peut y avoir des moments où c'est moins clair, et puis ça se transmet aussi par d'autres choses, des signes non-verbaux, on le verra. Voilà. Mais c'est aussi simplement être capable d'être à l'écoute des personnes avec qui on interagit, et puis de sortir de nos propres intérêts et de se dire ok, là c'est quoi l'ambiance un petit peu globale de cette interaction finalement. Ouais, ça c'est bien dit, de sortir de nos propres intérêts. Là pour l'instant on a vraiment parlé un peu des 3 pôles importants: respect, écoute active, dialogue. C'est bien, on pose les jalons de tout cet épisode. Exactement. Du coup, comment on peut définir le consentement ? Alors, le consentement, c'est vraiment le fait d'être en accord avec ce qui se passe et de donner son accord ou son consentement justement pour les choses qui arrivent et qui vont venir. Et c'est vraiment important de dire que c'est pas, comme je l'ai dit, un oui ou un non qui sont définitifs. Le consentement, il évolue en termes de temps, de fréquence, il évolue avec les gens avec qui on est, il évolue avec ce qu'on nous propose. Mais voilà, vu que ce sont des situations qui sont dans le moment, les situations évoluent, et puis nos consentements évoluent évidemment avec la manière dont se déroule la situation, quoi. C'est ça, c'est que c'est vraiment réversible. Oui, exact. On sait très bien, on peut très vite changer d'avis déjà de manière, je veux dire, hors sexualité. Ça va avec. Dans la sexualité aussi, on peut changer d'avis. On peut dire oui et après non. On peut dire non et après oui. Donc voilà, effectivement, réversible, c'est éclairé. Éclairé, très important. Très très important. Et puis évidemment, c'est libre. Libre, ça doit pas être sous une emprise. Ouais, exactement. Sous une pression, parce que on le verra aussi. Des fois, il y a un peu ces pressions dans certaines situations, ou la pression du groupe aussi, et puis en fait, le consentement, du coup, il est un petit peu mis à mal. Parce qu'on se sent un petit peu obligé pour certaines raisons, et puis en fait, c'est dangereux parce que la limite, elle est fine, et puis en fait, après, finalement, si c'était pas si consenti que ça, ou qu'on s'est senti un peu forcé, après ça peut avoir des conséquences quand même assez dramatiques par rapport à la suite, quoi, parce qu'on s'est pas senti ni écouté ni à notre aise, et ça peut être dangereux quand même. Mais c'est ça, par peur on peut clairement dire oui, mais en fait ce oui n'était pas libre, n'était pas éclairé, clairement pas du tout. Donc voilà. Mais effectivement, donc il est libre, éclairé, informé, réversible, comme tu as dit. Il y a vraiment, il est fluide et dynamique, c'est qu'il peut être, il peut être vraiment changeant, quoi, au final. On décide, le point final, c'est vraiment qu'on décide clairement si on a envie ou si on n'a pas envie. C'est ça. Et vraiment, là, nous, on va forcément entrer un petit peu plus après dans l'aspect sexuel. Mais vraiment, on tient à rappeler que ça peut aussi être juste de manière en groupe, social, dans des interactions qui ne sont pas du tout dans les sexualités. Exactement. Donc, c'est simplement dire, je ne suis pas OK que tu me parles comme ça, ou je ne suis pas OK d'être dans ce moment parce que je ne me sens pas à mon aise. Ou... Ça peut être sous 1000 formes, le consentement. Et ce n'est pas que du consentement sexuel. Et ça, c'est important, je pense aussi. Je pense même très important. Et comment est-ce qu'on reconnaît finalement le consentement, et sous quelle forme on peut le comprendre, l'interpréter, voilà.
Bah, déjà, on a donc des signaux qui vont être verbaux et ensuite aussi non-verbaux. Le verbaux, ça va vraiment être parfois même enthousiaste. Oui, j'ai envie. Ou parfois moins enthousiaste, mais avec des mots, du coup, positifs qui vont dire, ah oui, tu peux continuer. Ah oui, j'aime bien ça. Enfin voilà, ça va être vraiment de la parole. Et puis, les signaux non-verbaux, eh bien, vont être du corporel, un corps beaucoup plus détendu, où on va aussi avec les mouvements. Enfin, ça suit, on peut sourire, les yeux sont aussi là, contact qui ne fuit pas, c'est un contact présent, ou alors un contact un peu dans les nuages. Mais voilà, c'est un contact en tout cas où on ressent de l'apaisement corporel. Et puis on le sent, enfin là on met des mots sur des moments aussi qui peuvent être très fluides, simplement vous sentez si la personne avec qui vous échangez est dedans ou bien que, comme tu disais avant, c'est pas fuyant. Et des fois ça peut aussi, parce qu'il y a des signaux de consentement et il y a des signaux de non-consentement. Et du coup, une personne qui cherche un peu la première occasion pour s'éloigner ou partir ou changer de sujet montre quand même un certain malaise. Et le malaise, je crois que c'est la base du non-consentement, une des bases quand même. Quand c'est plus ou moins ressenti et clair et qu'il y a une capacité à réagir de cette façon, quoi. Mais voilà, c'est important aussi de dire... Oui, je trouve, et justement par rapport au regard, je trouve que, en fait, ce qui est aussi important de dire, c'est que, alors là, on vous donne, vous allez voir que c'est vraiment fourni le consentement, donc il y a vraiment beaucoup d'aspects à regarder si oui ou non. C'est dans le sens où on voit, il y a plein d'éléments où on voit que, et parfois on peut avoir le regard fuyant parce que peut-être qu'on pense à autre chose pendant le moment, mais il y aura peut-être quelque chose d'autre qui va suivre. C'est-à-dire quand je dis le regard fuyant, c'est peut-être plus le regard un peu perdu, pas fuyant. Perdu, je dirais plutôt, c'est le mot à utiliser. Ça peut peut-être être dû au fait qu'on n'est pas forcément dans le moment présent et qu'on a de la peine. Ça arrive très souvent d'ailleurs dans les rapports sexuels. Mais après, justement, eh bien, c'est là aussi la règle et la clé, c'est qu'on s'assure si ça va. Et peut-être dire, ah oui, ça va bien, continue. Et là, du coup, la parole, elle vient vraiment venir confirmer. Valider et confirmer. Exactement. Et souvent, il y a un peu cette histoire de oui, mais ça casse le moment, de demander tout le temps pour chaque nouveau truc. No, it's sexy. The consentement is sexy. Consent is sexy. Yes. On devrait faire une banderole. Je te jure. Non, mais je comprends. Mais souvent, un peu ce qui est à la base de ça, déjà, imaginez commencer une phrase en disant c'est pas sexy le consentement. Ça veut dire qu'en fait, on n'en a rien à faire des limites de l'autre et que et du coup, le bon moment n'est pas partagé. Enfin, en fait, c'est déjà ça. Et là, on tombe dans d'autres problèmes. C'est-à-dire que ce sont des agressions sexuelles et des viols et c'est vraiment pas OK. Et en fait, c'est ça, en fait, le cœur auquel on essaye de retourner. C'est que juste... Ok, peut-être des fois, ça peut casser un tout petit peu la vibe. Moi, je n'y crois pas. Mais si c'est votre compréhension, bon, certes. Mais en même temps, est-ce qu'il vaut mieux s'assurer du consentement puis pouvoir continuer dans le moment agréable ou alors continuer quelque chose qui n'est pas agréable pour les personnes avec qui vous êtes en train de partager ce moment ? Est-ce que ça casse pas la vibe de toute façon ? Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça. Et justement, mais moi, je trouve, alors bon, effectivement, comme tu dis, Mathilde, si vous trouvez que ça casse l'ambiance, bon voilà, mais en réalité je trouve que justement le consentement ça ouvre un champ énorme de séduction, rien que de s'assurer, comme tu dis, de s'assurer de ce que l'autre aime, eh bien après on va pas demander c'est quoi que tu aimes là. Voilà, on va avec le moment et puis ça ouvre un champ où comme on parlait par exemple pour le sexe oral, de diriger aussi le partenaire là où les partenaires, là où on veut, là où on souhaite pour être épanoui dans son moment T, quoi. Au moment plus que T, mais... Oui. Voilà, pour dire. Oui. Et puis pour revenir un peu sur les signaux plutôt de non-consentement, c'est vrai que des fois ça peut aussi ne pas être clair parce que avant je parlais de pression, donc on peut dire oui mais sans vraiment le ressentir, et puis ça peut être
un peu, tu parlais de zone grise avant, mais du coup, vu que le consentement est changeant, bah, ça peut évoluer vers quelque chose où de base, on se sentait à l'aise, et finalement, plus ça va, moins ça va pour X raisons. Et du coup, je pense que c'est aussi important d'être capable d'être et à l'écoute et d'observer, parce que si on entend un oui, mais que la personne en face est tremblotante ou voit que elle se crispe, ou il se crispe, la personne se crispe, disons, et ben peut-être quand même que ces signaux sont quand même à prendre en compte. Ça veut pas dire qu'ils prévalent, c'est juste que c'est à prendre en compte. Puis ça amène à justement ouvrir ce dialogue, comme tu le disais avant, communiquer autour de ça en disant mais écoute, là je sens que il y a quand même des réactions physiques qui se manifestent, et est-ce que c'est toujours ok, est-ce que tu veux qu'on fasse une pause, tu veux qu'on continue à faire autre chose, est-ce que tu as besoin d'un moment pour toi à ce moment-là, parce que voilà, pour je ne sais quelle raison. Ça. Je pense que on n'a pas besoin de vous dire que le cerveau peut parfois faire un peu n'importe quoi, nous jouer des tours. Voilà, exactement. Et puis ensuite aussi ne pas forcément être en phase avec notre corps aussi, et donc automatiquement on peut parfois avoir des réactions contradictoires, confuses, comme tu dis, voilà, où tu sais pas trop dans quel pied danser, mais encore une fois, ça prend 2 secondes et demie de poser une question et de s'assurer. Donc voilà, un peu plus que 2 secondes et demie, mais... Vous avez compris le concept. Voilà. Et voilà, et en cas de, si vous n'êtes pas sûr ou qu'il y a mauvaise interprétation, soit vous posez des questions si c'est la personne avec qui vous partagez ce moment qui émet des signaux un petit peu contradictoires ou n'a pas l'air sûr ou je ne sais quoi. Et à l'inverse, si c'est vous qui vous sentez un peu dans un malaise ou quoi, n'hésitez pas à dire stop, stop, stop. Là, je sais pas réellement ce qui se passe parce que peut-être vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus exactement. Bien sûr, Mais de dire, mais je préfère prendre un moment, et c'est pas... Si c'est pas la faute de la personne, bah aussi peut-être rassurer cette personne en disant c'est pas toi, c'est juste moi là, en fait je me sens plus. Ou alors si c'est l'autre personne en disant bah écoute, là je me sens pas super à l'aise dans cette situation, et puis de savoir communiquer. Ou alors si la solution c'est aussi de partir à ce moment-là, c'est aussi ok. Et je pense que c'est vraiment important d'être au plus proche de vos ressentis, parce que encore une fois, si on s'arrête pas et puis qu'on se force un tout petit peu et puis que c'est vraiment hors de nos limites à ce moment-là, bah voilà, il peut quand même y avoir des conséquences, où après il y a beaucoup de... Bien sûr. Voilà, on gamberge et on rumine, et puis ça amène forcément des questionnements qui sont pas forcément toujours sympas. Et croyez-nous, que du moment où vous prenez juste le temps de dire ok, non, en fait là finalement je vois que je suis pas bien, et comme tu dis, de se poser 2 secondes, croyez-nous, c'est ça qui va vous permettre aussi de vous relâcher, éventuellement, de vous relâcher et de se dire en fait putain, bah, c'est bien quoi, là je me sens mieux, je suis en accord, et puis potentiellement ou pas, de reprendre là où vous êtes arrêté en quelque sorte. Oui, donc, mais voilà. De vous octroyer en fait cette chance de vous écouter, que ce soit dans une pause, que ce soit dans un moment de respiration. C'est pas obligé de durer 47 heures, hein. Enfin, ça peut vraiment être 10 minutes, vite aller aux toilettes, prendre un moment pour nous, et puis juste se dire ok, est-ce que j'en ai vraiment envie, ou il y a des choses qui me bloquent finalement. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais par contre, donc là, voilà, on parle vraiment donc, de ce qui est clair, ce qui n'est pas clair. Exact. Par contre, ce qui n'est pas clair, dans le sens... Voilà. Ouais, mais où c'est catégorique. Catégorique. Il y a vraiment 2 situations, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, voilà, en gros, c'est les relations de pouvoir, ou ces contextes spécifiques où le consentement peut être entravé. Et du coup, justement, pas libre et pas éclairé. Oui. Parce qu'on est sous l'emprise. On est sous l'emprise, sous l'influence, parce qu'il y a des menaces derrière de contraintes et tout ça. Et du coup, évidemment, un consentement peut pas être négocié à partir du moment où on est tenu par d'autres choses et des contraintes. Et du coup, forcément que ça influence. Et du coup, ça, on en parlait aussi dans le dernier, un des derniers podcasts. Je sais plus lequel déjà. Mais les premières fois, oui, avec les âges. L'âge légal, voilà, exactement. Et donc, ça revient un petit peu à ce même concept, quoi, ce même principe. Et puis le deuxième, c'est quand même sous substance, donc que ce soit alcool, drogue et autres. Et du coup, évidemment que quand on est sous emprise de substances, notre consentement n'est pas totalement ni libre ni éclairé, parce que voilà, on se rend possiblement plus trop compte de ce qui se passe. L'alcool en plus, ça désinhibe, il y a certaines drogues aussi qui désinhibent, et puis du coup, on va déjà
plus loin que nos limites de base de quand on n'est pas ni sous alcool ni sous drogue. Et du coup, ben voilà, dans ces moments-là, toujours s'assurer, bon déjà aussi il y a un peu ces histoires de, tu sais, évanouissement, disons, ou quand la personne n'est plus consciente. Et du coup, s'il n'y a pas de personne consciente en face de nous, le consentement n'est de toute façon pas présent. Déjà, ça c'est dit. Et puis même, la personne qui est sous substance... un consentement relativement pas présent. Bah légalement, dans tous les cas. Oui, ça c'est un point légal. Donc on rappelle que, pour refaire un peu le point, que le consentement c'est quelque chose de fluide, de dynamique qui peut évoluer. Évidemment, ça vient de vos limites. Une fois, ça peut avoir été complètement consenti, puis la fois d'après moins pour je ne sais quelle raison. Ça veut pas dire qu'une fois vous consentez, vous consentez avec ce partenaire que la fois d'après c'est forcément une donnée de base que c'est consenti. Non, déjà. Et puis ensuite, toujours demander, toujours s'assurer, c'est vraiment c'est la clé quoi. Si vous n'êtes pas sûr et qu'il y a des questions d'interprétation, il n'y a pas de questions d'interprétation dans le consentement, donc vous demandez. Et il y a 2 situations dans lesquelles, de toute façon, il ne peut pas y avoir de consentement. Donc, c'est quand il y a des substances qui rentrent en jeu, donc emprise sous substance, et emprise au niveau de la hiérarchie du pouvoir. Voilà. Et là, vraiment, ça ne rentre pas en jeu parce que de toute façon, c'est contraint par certaines influences. Voilà, exactement. Voilà. Différentes contraintes, mais au final, c'est le mot contrainte qui vient entraver. Exactement. Et puis, toujours, vraiment, et encore... c'est toujours mieux de poser des questions que de supposer. C'est la règle, j'ai envie de dire, c'est un peu la règle. C'est la règle de base. Règle du consentement. Ouais. Ne supposez pas, demandez. Voilà. Exactement. Et il y a encore un peu une dernière forme qu'on voulait évoquer ici, qui nous paraît quand même assez importante. Donc c'est vrai que en fait, on peut être dans des états de sidération. Dans un rapport qui justement n'est pas consenti. C'est-à-dire notre corps il se freeze, il se gèle. Et c'est vrai que face à des situations de peur, face à des situations traumatiques, on a vraiment 3 manières de réagir. Fight, flight and freeze. Donc attaque, fuite. Voilà, fuite, merci. Et puis geler. La sidération, donc on n'arrive plus rien à faire, quoi. Et ces trois réactions, c'est vraiment, elles reviennent sans cesse, mais vraiment de manière, dans tout type d'expérience traumatique. C'est pas que sexuel, donc c'est vraiment traumatique, peur, de manière générale. Même lors d'un cambriolage, dans des événements comme ça un peu traumatisants. Ouais. Exactement. Et c'est vrai que sur le moment T, c'est-à-dire sur le moment de traumatique, sur le moment de peur, ce qui arrive très 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 fréquemment quand même. Alors il peut y avoir de l'attaque, mais ce qui arrive souvent, c'est justement le freeze. On va complètement geler, on va avoir peur et on va être pris par cette peur et ne rien pouvoir faire. Non, parce qu'on amène aussi ce sujet parce que souvent aussi dans des histoires d'agression sexuelle ou de viol ou de violence conjugale aussi comme ça, ce qui revient souvent c'est « Ah mais la personne qui a subi, qui a été victime de ces violences-là n'a rien fait, ne s'est pas débattue, il n'y a pas eu de geste de repousser et... » c'est les agresseurs, quoi. Et puis finalement, oui, mais ça s'explique justement par cet état de sidération qui, quand on est en train de vivre un truc traumatique, c'est aussi notre corps qui nous protège parce que l'attaque, si on attaque l'agresseur, quoi, souvent on se met encore plus à risque parce qu'on risque de se faire... C'est triste à dire ça, mais oui. Et puis la fuite, être dans la proactivité alors qu'on est dans un état de sidération, c'est difficile, quoi. C'est très difficile. Et du coup, souvent, c'est quand même plus cet état qui arrive. Puis la fuite, justement, elle vient beaucoup plus par après. En fait, c'est justement une des conséquences un peu des épisodes traumatiques, c'est que on va retrouver des situations plus ou moins semblables, ou alors on va recroiser la personne, ou alors, des choses qui peuvent nous rappeler le moment traumatique, et en fait, notre réponse, du coup, va être la fuite. Donc la fuite, elle arrive souvent par après, sous différentes formes, mais voilà, pour dire que... Ça peut aussi arriver. Et puis... si vous connaissez des personnes qui ont vécu ces expériences traumatiques ou si vous-même,
souvent, il y a aussi un peu une culpabilisation Voilà. des personnes qui ont vécu ces expériences-là. Et puis, en fait, c'est terrible parce que même soi-même, quoi, dans le fait de guérir et tout ça, on peut dire, mais j'ai pas su réagir et tout ça. Mais en fait, sachez que c'est quelque chose qui est observé. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Puis c'est vraiment votre corps, c'est votre cerveau qui donne ces informations en relâchant certaines hormones spécifiques. Et puis, en fait, on est figé. Ouais. Et puis, c'est pas de votre faute. Enfin, voilà, c'était aussi important de le dire, vu qu'on traite du consentement, évidemment, que ces histoires font partie de cette thématique, quoi. Bah, du coup, je trouve que ça fait le saut avec, là, ce que tu as dit, corps-cerveau, ça fait le saut un peu avec l'autre question, qui est justement, est-ce que les réactions physiologiques sont signes de consentement? Et en fait... Très intéressant. Voilà. En fait, effectivement, je trouve que là où il y a la plus grande, le manque de distinction, c'est que parfois, le cerveau est en accord avec le corps, Oui, mais parfois pas. exact. Et on a justement cette distinction à faire, et que peu de gens la font dans le consentement, c'est qu'il y a une distinction entre le consentement sexuel qui se passe dans ta tête, ta raison, ta volonté, et puis tu as à côté l'envie sexuelle, qui sont des réponses physiologiques. Exact, notamment par l'excitation. Voilà, exactement. Et parfois, on peut tout à fait ne pas mouiller, ne pas bander, mais pourtant consentir. Ou alors... avoir envie, voilà. exact. Ou alors mouiller et bander et ne pas consentir. Oui. Et donc, ça, on entend aussi très souvent dans les viols d'hommes, enfin de personnes à pénis du coup, où ce sont ces personnes qui sont victimes de l'agression sexuelle, parce que la réponse physiologique peut être là, voilà. Donc il peut y avoir érection alors qu'il n'y avait pas consentement, et du coup un peu voilà, ce qu'on entend c'est mais si tu consentais pas, pourquoi t'étais excitée, quoi. C'est ça. Mais on entend aussi ça dans des agressions sexuelles pour les femmes, donc les personnes à vulve, où c'est la mouille, et du coup forcément c'était un signe d'excitation, donc tu étais d'accord, enfin voilà. Et c'est pas toujours aligné. Pas toujours, ouais. Et ça peut être en décalage, et ça veut pas dire que c'était consenti, et ça veut pas dire que vous en aviez envie. C'est aussi simplement des réponses corporelles, physiologiques qui sont là, et des réflexes. Pas que, mais... Exact. Et puis des fois ça peut aussi être ça pour, on le disait tout à l'heure, tu sais, c'est finalement en mode protection, freeze du coup aussi. Voilà. Et du coup notre corps il sécrète pour les personnes à vulve, la mouille, ou fait bander, et puis parce que ça évite que ce soit d'autant plus violent ce qui se passe, quoi. Voilà, exactement. Il y a vraiment des mécanismes qui parfois c'est justement ça un peu la complexité de la sexualité humaine, Vraiment elle est complexe. Mais d'où l'importance, comme on le disait tout à l'heure, je pense aussi ça vient rappeler juste, parce que là on rentre dans des choses très spécifiques, mais c'est de dire il y a toute une panoplie de signaux, et ça peut être des signaux verbaux, donc même si c'est quelqu'un qui a une réponse physiologique qui ressemble à de l'excitation, si la personne dit non, 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 et hurle et pleure et ça va pas du tout, évidemment qu'on peut remettre le consentement en question à ce moment-là. Ou tremble, ou est dans des actions corporelles de rejet. Et à l'inverse, de dire oui, j'en ai envie, mais voilà, la mécanique suit pas, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est d'être quand même à l'écoute de différents signaux, être dans le moment avec là où les personnes avec qui vous partagez ce moment, et dire ok, là, quelque chose, ça va pas. Clairement, on voit qu'il y a un peu une ambiguïté ou quelque chose en décalage. Et de redemander à la personne, est-ce que c'est toujours ok, est-ce que tu te sens bien, est-ce que je peux faire quelque chose, est-ce que tu préférais que je parte. Je trouve, et ça on n'en parle pas assez, alors je trouve que c'est cool qu'on soit là pour un peu aussi banaliser certaines choses, pour dire tranquille, c'est que à l'inverse on peut consentir en couple. Alors loin de là, je fais vraiment warning, big warning, loin de là d'invisibiliser les viols conjugaux qui existent, voilà, qui sont là, et qui sont même souvent sous-estimés, dans le sens vraiment invisibilisés, parce qu'on pense que le couple, donc c'est pas mon souhait, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que parfois on consent dans le couple, mais on n'a pas forcément envie. Alors je m'explique un petit peu mieux.
parce qu'il dit comme ça. Qu'est-ce qu'elle va dire? C'est que tout simplement, on parlait, Mathilde avait même, notre épisode Désir et Excitation, Mathilde avait dit justement que parfois on n'était pas dans les mêmes fréquences. Oui, hormonal, oui, il y avait différents cycles, donc le cycle circadien qui est un cycle basé sur 24 heures et le cycle des 28 à 40 jours, quoi, vraiment normalement on dit féminin, on s'entend. Mais voilà, du coup, c'est pas les mêmes fréquences et c'est pas les mêmes pics d'hormones au même moment. Et du coup, forcément, l'envie sexuelle aussi est influencée par ça, quoi, par ces différents rythmes. Puis on ajoute à ça le stress, le travail, potentiellement une maladie, des changements, des changements de vie. Bah, c'est complètement ok que dans le couple, eh bien, parfois on n'a pas envie, mais que du coup on souhaite avoir dans le sens la tête, la raison, la volonté, elle veut avoir une relation sexuelle. Et justement, c'est aussi ça un peu to take care du couple, de prendre soin du couple, c'est que on essaye justement de se lancer et l'envie viendra après. Justement, en pensant que en fait j'ai l'impression que ça fait écho avec justement le désir spontané. Le désir n'est pas c'est ce qu'on disait, il n'est pas tout le temps spontané et au contraire il est plus souvent réactif que spontané et donc il mérite d'être travaillé. Donc c'est pour ça que parfois on n'a pas envie mais que ça vient par après. Et puis c'est aussi ça un peu l'épanouissement, c'est que vraiment on joue, on est dans les corps et puis on joue un peu là-dedans, quoi. Après, c'est aussi, je pense, que de rappeler que dans le consentement, il y a aussi toute l'histoire de l'environnement, du contexte, du cadre qui est importante, parce que là, tu parlais de couple, et évidemment que des fois, il peut y avoir des moments où le consentement n'est pas présent, puis que du coup, ça se fait pas, ou ça se fait, bon, c'est d'autres problèmes, mais ou quand même dans le cadre d'un couple, si on se sent en sécurité dans notre couple, si on arrive à avoir une communication saine autour de nos envies, de la sexualité du couple, c'est aussi ok de dire des fois, le consentement est quand même présent parce que je sais que je me sens jamais forcée et puis que mon ou ma partenaire ne me force jamais quand j'en ai pas envie, et pourtant de se dire là à ce moment j'ai pas envie mais je vois que mon ou ma partenaire est réceptif, et puis de me dire je me laisse le temps que ça vienne, que ça monte, que en fait j'ai quand même envie de partager. Tu sais, on parlait aussi, on parle de sexualité, mais au-delà de ça, il y a aussi des échanges affectifs. Voilà. Et puis de se dire, je vais me laisser amener là-dedans, parce que justement, si on parle de désir réactif et spontané, est-ce que le désir réactif est toujours consenti si ça vient jamais de la personne qui a du désir réactif? Well said. Mais oui, parce que après, si la personne dit un non catégorique, le consentement ou le non-consentement est respecté, voilà. Donc c'était important aussi de juste remettre ça sur le tapis aussi, en disant il y a quand même une distinction qui doit être faite, et puis évidemment, comme tu l'as très bien dit au début, ça n'a rien à voir. Là, on n'est pas en train de dire que c'est ok les viols conjugaux, bien au contraire, c'est pas du tout ça qu'on dit. C'est juste que il y a aussi différentes formes qui sont moins aux extrêmes et où on pourrait se dire est-ce que je rentre dans cette catégorie, est-ce que je rentre pas dans cette catégorie. C'est ça. C'est juste parfois on n'a pas forcément tout le temps de la connexion sexuelle, mais qu'on y travaille. Exact. Et puis ça amène quand même à l'épanouissement. Et puis d'en parler, ça amène à l'épanouissement sexuel et de se laisser faire susciter l'envie aussi. Quoi. Mais alors du coup, pourquoi maintenant, donc on peut passer un peu à la suite, c'est en fait pourquoi, et là on va un peu ramener notre petite phrase sociologique, c'est pourquoi le consentement est aussi mal compris. Why? Oui, parce que des fois, vraiment, quand il y a ces discussions un peu qui partent en débat autour du consentement et de, aussi avec les affaires... mais tu sais, en plus, des fois, au souper de Noël, et t'es là, et toi, t'es sociologue... moi je suis quand même féministe. Oui, et puis là, en plus, sexologue, on a des podcasts, et du coup, tu sais, toutes les têtes font ça, et toi, t'es là. Did I accept whatever all that way? Oui, mais tu sais, et puis juste lisez, et si vraiment ça vous intéresse, c'est pas moi qui suis là pour vous éduquer, quoi. Exactement. Enfin, pas vous. Les autres. Mais évidemment que c'est notre travail en soi, mais on va pas le faire partout, tout le temps, et non-stop. C'est épuisant parfois. On est Nicieta, on est Mathilde, et on a aussi, aussi. Juste comme ça, quoi. Voilà. Mais oui, et du coup, pourquoi c'est si mal compris alors moi, je trouve qu'il y a vraiment, au sens large, vraiment, on a des obstacles
culturel. Oui, bien sûr. Mais vraiment sens large. Culturel, c'est-à-dire toutes les cultures. Je ne suis pas en train de viser des cultures spécifiques. Là, c'est vraiment... Ouais. Petite anecdote, vous savez que... Bon, peut-être, mais souvent, il y a encore des gens qui ne savent pas qu'on passe en fait de mademoiselle à madame parce qu'on passe en fait du papa père au mari. Voilà, exactement. Dans les relations Donc c'est vrai que déjà ça a été toujours tabou, une éducation sexuelle insuffisante, ça que je crois que vous avez compris avec tous nos épisodes. Non mais voilà. Et en fait c'est très genré où justement la femme va toujours être hyper sociabilisée à être docile, à accepter justement, et puis un peu Et puis souvent on entend les femmes ont moins d'envie sexuelle que les hommes, du coup il y a ce côté de on doit assouvir les besoins des partenaires parce que nous de toute façon on a moins de désir, donc se forcer c'est un peu inné chez les femmes. Là il y a des pressions sociales, et encore une fois le mot qui revient souvent c'est les normes sociales et culturelles. Voilà, exact, qui sont là et qui viennent vraiment un peu avoir des idées reçues. Après ça a été comme ça, c'est-à-dire que mais c'est le poids de l'histoire aussi, simplement. C'est ça, même s'il y a des changements, c'est encore bien ancré, ça viendra, mais voilà, on est en tout cas dans des ères de changement où on a encore beaucoup ce poids d'histoire. Oui, et puis vraiment pour exemplifier ça, je pense à son paroxysme, vraiment, c'est le mouvement MeToo, quoi. Enfin, oh là là, des femmes ont commencé à ouvrir leur gueule et à dire, non, en fait, ça fait 10 ans que je me fais harceler sexuellement dans l'industrie dans laquelle je travaille, et alors que c'est un milieu professionnel. Voilà. Donc... on tombe complètement dans l'emprise du pouvoir et de la hiérarchie, si jamais, dont on parlait tout à l'heure, et où, on voit bien que c'est encore ancré dans la société, dans les industries, dans les normes que tu disais tout à l'heure et les injonctions. C'est ça. Et puis tout d'un coup, ça fait bizarre qu'on parle de consentement alors que finalement, c'était un peu un truc qui flottait comme ça, tout le monde savait plus ou moins ce que c'était. Et puis finalement, on voit que c'est quand même relativement pas respecté dans certains milieux, quoi. Puis après, je trouve que c'est drôle parce que je trouve que ça fait aussi un peu un parallèle. Je trouve qu'on peut clairement même faire un parallèle avec les scripts sociaux qui justement, je trouve qu'on nous apprend, on disait aussi souvent dans nos épisodes d'apprendre les limites, les besoins, parce qu'on ne nous les apprend pas, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Et je trouve que c'est plutôt fuir le problème et puis un peu accepter toujours parce que ne pas faire mal à l'autre ou ne pas... et je trouve que ces scripts sociaux, ils sont vachement présents. Et du coup, ça ne nous pousse pas à délimiter nos besoins, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, ils sont tellement ancrés dans nos éducations qu'il y a toute une déconstruction qui est nécessaire, mais ça arrive bien plus tard dans les âges, déjà, je pense. Et puis, du coup, c'est dur de tout remettre en question, puis de se dire, non, en fait, j'ai le droit de me dire, là, je me sens pas bien, et puis, si ça plaît pas à tel et tel, en fait, je dois me mettre en premier. Et souvent, c'est perçu comme de l'égoïsme et de l'égocentrisme, alors que c'est aussi simplement... dire nos limites, et puis ça devrait faire complètement partie de l'éducation et ou d'en parler à l'école, dans des ateliers. Je pense que ça a complètement sa place de pouvoir dire ça c'est ma limite. Non, mais oui, ça c'est clair. Et puis ça se fait, ça évolue encore une fois. Je pense que maintenant avec les cours qu'il y a dans les écoles, gentiment, il y a quand même ces limites au niveau du corps. Mais voilà, ça se fait gentiment, et je pense que c'est très important que les jeunes aussi entendent ça, pour ensuite pouvoir vraiment se construire en tant qu'individu dans la société, mais aussi après dans les relations sexuelles, affectives. Bien sûr, très important. Après, évidemment, à cette analyse sociologique, se rajoute évidemment un peu la culture de l'impunité, je trouve, en tout cas, où c'est toujours un peu les auteurs, souvent auteurs, alors il y a aussi des autrices, mais c'est largement en majorité des auteurs qui justement en fait de violences sexuelles qui bénéficient d'un système judiciaire et des systèmes judiciaires et sociaux qui justement vont minimiser leur acte. Donc on a un peu cette culture de l'impunité où je crois que vous êtes assez au courant avec nous que on voit parfois des punitions qui ne sont pas du tout adéquates, où c'est toujours la victime qui va être questionnée,
remise en question. Voilà, plutôt que l'auteur. Et en fait, c'est ça aussi que je trouve que c'est important. C'est plus facile de questionner un comportement des victimes que justement de responsabiliser les agresseurs. Enfin voilà, et je vais pas parler de plein d'affaires judiciaires, sinon on est là jusqu'à demain. mais non, et puis c'est ça. Et puis en fait, c'est simplement de se dire, imaginez la violence de se dire, ben, je sais que j'ai été agressée, il y a des preuves. Et la personne, alors pas toujours, des fois il y a des peines, hein, et la personne peut sortir, marcher librement, recommencer, bah voilà, parce que pourquoi pas, parce que c'est des gens qui n'ont pas de limite, et puis, et la victime, qu'est-ce qui reste aux victimes de ces agressions, de se dire, mais la personne continue sa vie, alors que la vie des victimes souvent est quand même détruite, en tout cas pour un moment, et puis ça met du temps, et puis il faut il faut vivre avec, quoi. C'est ça. Et c'est très difficile. Moi, je trouve qu'il y a un mix. Donc, on a vraiment la culture de l'impunité qui est bien présente. On a ces scripts sociaux qui nous aident pas à vraiment poser ses limites. On a les pressions sociales. Enfin, voilà, on a un peu tout ça qui vient ramener. Et puis l'autre élément qui est toujours aussi présent. Les représentations médiatiques, quoi. Mais comment on romantise, mais même dans les films, là, les films qui sortent chaque année, on romantise ce fait de devoir convaincre, de pousser, de romantiser des agressions sexuelles, des non-respects du non-consentement, du coup. Et c'est terrible à quel point, et puis ça c'est souvent dans les teenage movies en plus, donc ça touche vraiment, pas que, alors aussi, ça c'est clair, teenage movies, ça c'est et clair, les séries, mais plein d'autres, je trouve, hein, vraiment, même aussi, je pense à beaucoup de films un peu français à l'ancienne, tu sais. Même les films cow-boy, parce que mon papa regarde beaucoup de films cow-boy. Big up. Alors du coup, j'ai tout le temps ça à la télé, je vois des choses, bon voilà, là on parle d'une époque très ancienne, hein, mais même, alors je trouve qu'aujourd'hui il y a moins de production, mais c'est encore un petit peu là. Et puis aussi, les films ressortent, des anciens films ressortent. Bon, il y a quand même une romantisation de scènes vraiment pas ok, quoi, finalement. Et puis après, c'est ça, vraiment, on en parlait dans nos ateliers. Mais les affiches, les pubs, les clips, on appelle ça le porno chic en fait. Et puis c'est des reprises aussi de soumission. Il y a des images quand même qui restent et puis qui sont comme ça, qui flottent dans l'air, qui font partie de la culture visuelle de tout le monde, quoi. Et puis on banalise et on normalise certaines scènes qui sont ni banalisables ni normales, quoi. Ouais, complètement. Et finalement, ça fait aussi complètement partie de la manière dont on interprète. Puis ça intègre notre imaginaire. Et puis si on entend des non, mais je peux encore pousser, je peux essayer, alors que non. S'il y a eu un non, c'est clair, c'est un non verbal. Il n'y a pas de peut-être sur un malentendu ou je ne sais quoi. Et là, je suis obligée de ramener ma petite phrase un peu genre intellectuelle, mais il y a Bourdieu. Oh là là. So basic. Non mais voilà, qui parle énormément des violences symboliques, et je trouve que ça en fait partie en fait. C'est ces violences qui sont vraiment symboliques et qui viennent du coup énormément t'influencer. En gros, on en arrive à là, c'est que on a un consentement qui est très mal compris. Non mais c'est vrai, et qui pense être sujet à interprétation, alors que si on est dans la capacité d'être en observation et à l'écoute, un minimum, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une énorme observation, c'est un minimum. Exactement. Et du coup, et de juste vouloir aussi avoir la volonté de s'assurer que ce qui se passe est ok pour les personnes ou la personne avec qui on échange, quoi. En fait, c'est... Revenons, là on est parti aussi dans des cas pas extrêmes, mais dans des exemples et des explications très intéressantes, mais voilà. Mais si on revient, juste au consentement de base, c'est juste de dire, est-ce que quand on passe un moment avec quelqu'un, on a envie que ce soit agréable pour cette personne ou pas ? Simplement. Et s'assurer que ça le soit tout au long, et de s'assurer que si la personne en face pose des limites, qu'on soit ok de les respecter. Simplement. Exactement. Et du moment où on s'assure pas, et là je vais être un petit peu crue peut-être, du moment où on s'assure pas de l'autre et qu'on pense à son propre plaisir uniquement, et il y a un terme
pour ça. Et je pense que vous le savez déjà, c'est bien. Et donc, le but, c'est que ce soit pas comme ça. Comme ça, exactement. Alors, et pour finir ce podcast, je pense que c'est bien, on avait des... Oui. Et du coup, ben, si vous voulez aussi nous partager de comment vous ressentez le consentement, comment vous arrivez à l'exprimer, est-ce qu'il y a certaines situations dans lesquelles vous avez été en difficulté, où ça a créé aussi de la communication, puis parce que c'est aussi ça, finalement, vous pouvez ne pas être d'accord, mais simplement parlez-en plutôt que de pousser le truc. Et voilà, et si vous voulez nous partager, nous écrire, nous partager aussi ce podcast, si ça fait écho avec des discussions que vous avez eues avec vos amis, vos proches. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés ou regardés. Et où. C'est toujours en option. Voilà, exactement. Et puis, on vous souhaite une très très belle semaine. Journée. Puisqu'on sort le dimanche. Alors, on va dire semaine. Exact. Et on fait des gros becs et à la prochaine. Voilà. Ciao, ciao.